Bordeaux, un matin de novembre. La pluie tombait depuis 3 jours, lessivant les façades ocre et transformant les quais en miroirs gris. Chloé Marchal traversa la place de la Bourse d'un pas rapide, son blouson de cuir trempé, une tasse de café en carton à la main. Elle avait 32 ans, des cernes qu'elle ne prenait plus la peine de cacher, et une réputation de journaliste qui ne lâchait jamais rien. Son bureau se trouvait dans une petite rue derrière la place, au 2e étage d'un immeuble sans ascenseur. La Plume, un site d'investigation locale qui survivait grâce à 2 abonnés fidèles et à l'obstination de sa fondatrice. Elle monta les escaliers, ouvrit la porte, et jeta son manteau sur la chaise. L'ordinateur était déjà allumé. Elle avait passé la nuit à relire des archives, des vieux dossiers classés, des affaires qui n'avaient jamais été résolues. Son rédacteur en chef, Marc, lui avait demandé une série sur les « erreurs judiciaires en Gironde ». Elle n'avait pas besoin de plus pour s'y plonger tout entière. « Tu es là depuis quelle heure ?» demanda Marc en entrant, un café à la main. « Je ne suis pas partie », répondit Chloé sans lever les yeux. « Il faut dormir, Chloé. Tu as une fille. » « Je sais. Emma est chez Gabriel ce matin. » Gabriel, son mari. Médecin urgentiste à l'hôpital Pellegrin, 35 ans, des mains douces et un regard qui savait rassurer. Ils étaient mariés depuis 8 ans, ensemble depuis 10. Emma avait 6 ans, des boucles brunes et une énergie contagieuse. La vie, vue de l'extérieur, ressemblait à une belle photo de famille. Chloé ouvrit un nouveau dossier dans ses archives numériques. Un titre, Affaire 2010 à 458 accidents mortels, Bordeaux-Codéran. Elle cliqua. L'écran afficha un rapport de police de 12 pages, jauni par le temps et les scans mal faits. Une femme renversée par une voiture, rue du Général de Gaulle, en pleine nuit, luait la voix haute. Le conducteur a pris la fuite. Aucun témoin direct. L'enquête a été close 6 mois plus tard, faute de preuves. Et alors, fit Marc en s'asseyant sur le coin du bureau. Alors, j'ai retrouvé une note interne, enterrée dans les annexes. Un témoignage anonyme qui affirme que le propriétaire de la voiture était un médecin connu. Mais le nom a été caviardé. C'est courant, les témoignages anonymes. Ça ne vaut pas grand-chose. Sauf que j'ai recoupé avec les registres d'assurance. La voiture a été déclarée volée 3 jours après l'accident. Et la plainte a été déposée par une femme d'affaires bordelaise. Marc haussa un sourcil. Laquelle ? Victoire Delaunay. Le nom résonna. Victoire Delaunay était une figure locale, propriétaire d'un groupe de cliniques privées, très influente, proche du maire et de quelques députés. Elle vivait à Arcachon, dans une maison avec vue sur le bassin. Elle était aussi la mère de Gabriel. Chloé se souvint du déjeuner chez sa belle-mère, 3 semaines plus tôt. Victoire avait sorti des photos anciennes, des albums poussiéreux. L'une d'elles montrait Gabriel, à 20 ans, devant une voiture de sport bleu. Sa première voiture, avait dit Victoire en souriant. Il l'adorait. Il l'a perdue dans un vol, quelques années après. Le vol. L'accident. La voiture déclarée volée 3 jours après le drame. Chloé sentit son estomac se nouer. « Ce n'est qu'une coïncidence », murmura-t-elle. « Bien sûr que c'est une coïncidence, » dit Marc. « Tu es fatigué. Rentre chez toi. » Il sortit, la laissant seule avec son écran. Elle ne rentra pas. Elle passa l'après-midi à fouiller, à recouper, à noter des dates sur un carnet. La jeune femme renversée s'appelait Élodie Rivière. Elle avait 18 ans, elle était boursière, elle venait d'avoir son bac avec mention. Elle rêvait de devenir infirmière. L'accident avait eu lieu le 23 juin 2010, à 2 heures du matin. Élodie rentrait d'une fête entre amis. Le conducteur avait grillé un feu rouge, l'avait projetée à 20 mètres. Elle était morte sur le coup. L'enquête avait été menée par le commissaire Delcourt, aujourd'hui à la retraite. Chloé le trouva sur LinkedIn, lui envoya un message. Puis elle appela sa source aux archives judiciaires, un greffier qui lui devait bien 2 ou 3 services. « Je veux le dossier complet de l'affaire 2010 à 458, dit-elle. Pas juste le résumé. Chloé, c'est classé. Je ne peux pas. Je sais que tu peux. Il y eut un long silence,
puis un soupir. Demain matin. Dans le parking souterrain de la mairie. Ne sois pas en retard. Elle raccrocha. Il était 18h. Gabrielle devait rentrer avec Emma dans 1 heure. Elle rangea ses affaires, ferma l'ordinateur, et descendit dans la rue. L'appartement qu'ils partageaient se trouvait rue Paul-Louis Land, un 3 pièces lumineux au 3e étage. Chloé aimait la cuisine ouverte, le balcon où elle faisait pousser du basilic, la chambre d'Emma avec ses stickers d'étoiles. Ce soir-là, elle franchit le seuil avec une boule au ventre qu'elle n'arrivait pas à identifier. Gabrielle préparait le dîner. Emma faisait ses devoirs sur la table du salon. « Maman !» cria-t-elle en se levant. Chloé la prit dans ses bras, respira son odeur de shampoing à la fraise. Puis elle posa son regard sur Gabriel. Il était beau, avec ses cheveux bruns en désordre et son tablier à rayures. Il lui sourit. « Ça va ?» demanda-t-il. « Oui. » Fatigué. Ils dînèrent en parlant de choses anodines, l'école, les horaires du week-end, la fuite d'eau dans la salle de bain. Emma raconta sa journée, ses amis, la maîtresse qui avait crié après un élève. Chloé riait au bon moment, mais son esprit était ailleurs. Elle regardait Gabrielle et se demandait si elle allait poser la question tout de suite, ou si elle devait attendre d'en savoir plus. Elle attendit. Le lendemain, à 8h du matin, elle était dans le parking de la mairie. Le greffier, un homme d'une 60aine d'années nommé Bernard, lui tendit une enveloppe Kraft. « Tu n'as rien vu, dit-il. Et tu ne me connais pas. »« Je ne t'ai jamais vu, » répondit Chloé. Elle rentra chez elle, s'enferma dans son bureau, et ouvrit l'enveloppe. À l'intérieur, une copie du rapport d'enquête complet, avec les témoignages, les expertises, et surtout, une feuille que le dossier public ne contenait pas, un compte-rendu d'audition du propriétaire de la voiture. Le propriétaire s'appelait Gabriel Delaunay. Il avait 20 ans à l'époque. Il déclarait que son véhicule avait été volé dans la nuit du 22 au 23 juin 2010, alors qu'il dormait chez ses parents. Il avait porté plainte le 26 juin. 3 jours après l'accident. Chloé relut la date 3 fois. Le 26 juin. 3 jours après la mort d'Élodie. Elle sortit son carnet, nota la chronologie. Le 23 juin, accident. Gabriel déclare le vol le 26. Entre-temps, la voiture est retrouvée carbonisée dans un champ, à 30 km de Bordeaux. L'expertise conclut à un incendie volontaire. L'assurance indemnise. Personne ne fait le lien avec l'accident. Sauf que, dans le rapport complet, un témoin affirmait avoir vu un jeune homme sortir de la voiture après l'impact, regarder le corps d'Élodie, puis repartir en courant. Le témoin avait donné une description, cheveux bruns, veste bleue, silhouette mince. Il avait formellement identifié Gabriel sur une photo, lors d'une séance non officielle. Mais cette séance n'avait jamais été versée au dossier public. Le commissaire Delcourt avait classé l'affaire, après un entretien téléphonique avec une personne au placé. Chloé connaissait ce genre de manipulation. Elle avait déjà enquêté sur des affaires similaires, des magistrats influents qui faisaient disparaître des preuves. Mais cette fois, c'était sa famille. Son mari. La mère de son mari. Elle resta assise, immobile, pendant 1 heure. Puis elle rangea les papiers, les glissa dans un tiroir fermé à clé, et sortit marcher sur les quais. La pluie avait cessé. Un rayon de soleil perçait entre les nuages. Les gens se promenaient, heureux, insouciants. Elle croisa une jeune femme qui poussait une poussette. Elle pensa à Élodie, qui aurait eu 33 ans aujourd'hui. Peut-être qu'elle aurait eu des enfants. Peut-être qu'elle serait devenue infirmière. Le soir, Gabriel rentra plus tard que d'habitude. Il était fatigué, une garde compliquée à l'hôpital. Il s'assit dans le canapé, ferma les yeux. « Tu veux dîner ?» demanda Chloé. « Pas faim. Je vais me coucher. » Gabriel. « Il faut qu'on parle. » Il ouvrit les yeux, surpris par le ton. « De quoi ? » ?»« De ta voiture. Celle que tu as eue à 20 ans. » Son visage se figea. Pas une seconde d'hésitation, pas un tic. Il resta parfaitement immobile, puis dit d'une voix neutre. « Pourquoi tu me parles de ça ? J'ai trouvé des documents,
Gabriel. Je suis journaliste. J'ai accès à des archives. Quelles archives? L'accident de 2010. Rue du Général de Gaulle. Une fille de 18 ans renversée. Le conducteur a pris la fuite. Le silence s'installa. Chloé entendait le frigo ronronner, le vent contre la fenêtre, et son propre cœur qui battait trop fort. C'était toi, Gabriel. N'est-ce pas? Il baissa la tête. Il ne pleura pas. Il resta là, les mains croisées sur ses genoux, comme un patient qui attend un diagnostic. Je n'ai pas voulu, dit-il enfin. J'avais bu. Un peu. Pas beaucoup. Je ne l'ai pas vue traverser. Elle est sortie de nulle part. Tu es parti. Tu ne t'es pas arrêté. J'ai eu peur. J'avais 20 ans. J'étais étudiant. J'ai appelé ma mère. Elle m'a dit de ne rien dire. Elle a tout géré. Elle a payé des témoins? Elle a fait classer l'affaire? Je ne sais pas exactement ce qu'elle a fait. Je ne voulais pas savoir. Je me suis caché derrière elle. Je me suis construit une vie, un métier, une famille. J'ai oublié, petit à petit. Enfin, j'ai essayé. Tu ne peux pas oublier un mort, Gabriel. Je sais. Tous les jours, je pense à elle. Chaque fois que je vois une jeune femme à l'hôpital, je me demande si elle aurait pu être sauvée. Je ne mérite pas d'être médecin. Je ne mérite rien. Il se leva, fit quelques pas, s'arrêta devant la fenêtre. Tu vas publier, demanda-t-il. Je ne sais pas encore. Ma mère va tout faire pour t'en empêcher. Elle est dangereuse, Chloé. Elle a les moyens de détruire les gens. C'est ta mère. Je sais. Mais je n'ai plus peur d'elle. J'ai peur de toi. De ce que tu vas penser de moi. Je pense que tu es un lâche, dit Chloé. Mais aussi que tu as souffert. Et que tu n'as jamais eu le courage de dire la vérité. Maintenant, tu as une chance. Gabriel se retourna. Ses yeux étaient rouges, mais secs. Je ferai ce que tu décideras. Je témoignerai. Je paierai. On verra. Pour l'instant, je veux rencontrer la sœur d'Élodie. Elle s'appelle Léa. Elle vit à Mérignac. Tu vas lui dire? Je vais lui parler. Sans lui promettre quoi que ce soit. Elle sortit son téléphone, chercha le nom sur les réseaux sociaux. Léa Rivière. Une page publique, avec peu de photos. Une jeune femme discrète, qui travaillait comme caissière dans un supermarché. Chloé lui envoya un message, « Je suis journaliste. Je voudrais vous parler de votre sœur, Élodie. C'est important. » Elle attendit une réponse. Il était 23 heures. Emma dormait. Gabriel s'était allongé sur le canapé, sans oser venir dans la chambre. Chloé s'assit à la table de la cuisine, devant son ordinateur. Elle relut le rapport d'enquête, les témoignages, la description du conducteur. Elle pensa à Victoire, à cette femme élégante qui l'embrassait sur la joue en l'appelant « ma belle-fille ». Elle pensa à ce qu'elle risquait, sa carrière, sa famille, la garde d'Emma. Victoire ne reculerait devant rien pour protéger son fils. Son téléphone vibra. Un message de Léa. Rendez-vous demain, 14 h, à la bibliothèque de Mérignac. Chloé répondit, je serai là. Elle éteignit l'ordinateur, alla se coucher. Dans le noir, elle entendait Gabriel respirer dans le salon. Elle ne dormit pas. Elle tourna en rond dans sa tête, pesant les options. Publier, c'était la justice. Mais c'était aussi la destruction de sa famille, la souffrance d'Emma, la colère de Victoire. Se taire, c'était trahir son métier, trahir Élodie, trahir la sœur qui n'avait jamais eu de réponse. Le matin arriva trop vite. Emma se réveilla en chantant, comme tous les jours. Chloé l'habilla, lui prépara des crêpes. Gabriel était déjà parti, une note sur la table, je dois travailler. On en reparle ce soir. La journée s'étira, lourde. Chloé passa ses heures à préparer ses questions pour Léa. À 13 h, elle prit la voiture et se dirigea vers Mérignac.
La bibliothèque était un bâtiment moderne, au milieu d'un square. Elle s'assit sur un banc devant l'entrée, attendit. Léa arriva à 14 heures précises. Elle avait 28 ans, des cheveux châtains attachés en queue de cheval, un visage fatigué mais doux. Elle portait un jean et un pull trop grand. Elle reconnut Chloé, hésita, puis s'assit à côté d'elle. « Vous êtes la journaliste ? » ?»« Oui. Je m'appelle Chloé. »« Pourquoi vous voulez parler de ma sœur ? » ?»« C'est vieux. L'affaire est classée. J'ai retrouvé des éléments. Des choses que le dossier public ne contient pas. » Léa la regarda, méfiante. « Quelle chose ? » ?»« Le nom du conducteur. La manière dont l'enquête a été étouffée. » Léa devint pâle. Ses mains se mirent à trembler. « Qui ?» demanda-t-elle d'une voix étranglée. « Je ne peux pas vous dire tout de suite. Il faut que je sois sûre de mes sources. Mais je voulais vous rencontrer, savoir comment vous allez, ce que vous attendez. » « Ce que j'attends, » fit Léa avec une colère soudaine. « J'attends que justice soit faite. Ma sœur n'a pas eu de tombe décente. Elle a été enterrée dans un carré anonyme parce que ma mère n'avait pas d'argent. Ma mère est morte 3 ans après, de chagrin. Mon père est parti. Je suis restée seule. Je travaille au SMIC, je n'ai rien. Et le mec qui a tué Élodie, il vit tranquille, peut-être qu'il a une famille, une belle maison. Vous croyez que c'est juste ? » Chloé ne répondit pas. Elle pensa à Gabriel, à Emma, à la maison du bassin d'Arcachon. Elle pensa à Victoire, à ses dîners mondains, à son sourire de façade. « Si je vous disais que le conducteur est prêt à avouer, que feriez-vous ? » ?»« Je le regarderais en face. Je lui demanderais pourquoi. Et je voudrais qu'il aille en prison. Il risque la prison, même après 15 ans ? Je m'en fiche de la prison. Je veux qu'il dise son nom. Qu'il reconnaisse ce qu'il a fait. Que tout le monde sache. » Chloé hocha la tête. Elle avait sa réponse. « Je reviendrai vers vous, » dit-elle. « Ne parlez à personne de cette rencontre. » Léa la regarda, les yeux pleins d'espoir et de méfiance mêlée. « Vous n'allez pas lâcher ? » ?»« Je ne lâche jamais. » Elles se séparèrent. Chloé remonta dans sa voiture, respira profondément, puis alluma son téléphone. 3 appels manqués de Gabriel. Un message, « Ma mère veut te voir. Elle m'a appelé. Elle est furieuse. Elle sait que tu as fouillé. » Le cœur de Chloé s'accéléra. Elle rappela Gabriel. « Qu'est-ce qu'elle t'a dit ? » ?»« Elle m'a dit, ta femme va tout faire sauter. Si elle ne recule pas, je la détruis. Je m'occupe de tout, comme toujours. » « Elle m'a appelé aussi, » dit Chloé. « Il y a un message vocal. » Elle ouvrit sa messagerie. La voix de Victoire, glaciale, précise. « Chloé, ma chérie. J'ai appris que tu t'intéressais à de vieilles affaires. Je te conseille d'arrêter immédiatement. Tu as une petite fille. Tu veux qu'elle reste avec toi, n'est-ce pas ? Je peux rendre ta vie impossible. » Un simple coup de fil à la protection de l'enfance, quelques témoignages arrangés, et Emma te sera retirée. Tu ne la reverras plus. Alors, réfléchis bien. Tu as 24 heures. Chloé écouta le message 2 fois. Sa main tremblait. Elle regarda par la fenêtre de la voiture. La bibliothèque, le square, le ciel gris. Elle pensa à Élodie, à Léa, à Emma. Elle pensa à Gabriel, couché sur le canapé, trop faible pour se lever. Elle prit une décision. Elle allait continuer. Quoi qu'il arrive. Elle envoya un message à Victoire, « Je ne recule pas. » Puis elle démarra et rentra chez elle. Dans l'appartement, Gabriel était assis à la table de la cuisine, les mains autour d'une tasse de café froid. Il leva les yeux vers elle. Il avait pleuré. « Elle va te détruire, Chloé. Elle va prendre Emma. Elle en est capable. » « Je sais. Alors pourquoi tu continues ? » « Parce que si je recule, je deviens comme toi. Quelqu'un qui se tait pour protéger sa vie confortable. Je ne veux pas de ça. » Gabriel baissa la tête. Il ne répondit pas. La nuit tomba.
Emma était couchée. Chloé s'assit devant son ordinateur, les doigts sur le clavier. Elle allait écrire l'article. Elle allait tout révéler. Mais d'abord, elle devait mettre Emma à l'abri. Elle appela sa sœur, qui habitait à La Rochelle, et lui demanda si elle pouvait garder Emma quelques jours. Bien sûr, répondit sa sœur. Qu'est-ce qui se passe? Je t'expliquerai plus tard. Elle prépara un sac pour Emma, sans réveiller l'enfant. Gabriel la regardait faire, impuissant. Je vais partir, dit-il soudain. Où? Je ne sais pas. Chez un ami. Je ne peux pas rester ici à te regarder te battre pendant que je ne fais rien. Tu peux témoigner. Je témoignerai. Mais pas ce soir. Ce soir, je suis trop lâche. Il prit son manteau et sortit. La porte claqua. Chloé resta seule dans le salon, le sac d'Emma à ses pieds, l'ordinateur allumé. Elle se leva, alla dans la chambre de sa fille, s'assit au bord du lit. Emma dormait, ses petites mains serrant son doudou. Chloé caressa ses cheveux, retint ses larmes. « Je te promets, murmura-t-elle, que je vais tout faire pour te protéger. » Elle revint dans le salon. Son téléphone vibra. Un message de Victoire. « Tu as fait ton choix. Ne dis pas que je ne t'avais pas prévenu. » Chloé ne répondit pas. Elle ouvrit son ordinateur, créa un nouveau document, et écrivit le titre « L'accident oublié de Bordeaux, enquête sur un mort sans justice ». Elle commença à taper. La première phrase. Le 23 juin 2010, Élodie Rivière, 18 ans, a été renversée par une voiture rue du Général de Gaulle. Le conducteur a pris la fuite. L'enquête a été classée. Pendant 15 ans, personne n'a parlé. Jusqu'à aujourd'hui. Son téléphone sonna. C'était un numéro privé. Elle décrocha. Chloé, fit la voix de Victoire. Je te laisse une dernière chance. Tais-toi, et tout redeviendra normal. Tu gardes Emma, tu gardes ton mari, tu gardes ta vie. Une seule condition, tu oublies ce dossier. Je ne peux pas oublier une morte, Victoire. Alors souviens-toi de ceci, j'ai déjà gagné des batailles bien plus difficiles. Je vais te faire regretter d'être né. La communication s'interrompit. Chloé posa le téléphone sur la table. Elle regarda l'écran de l'ordinateur, les premières lignes de son article, la photo d'Élodie qu'elle avait trouvée dans les archives, une jeune fille souriante, en robe blanche, le jour de son bac. Elle pensa à Léa, qui l'attendait, qui espérait. Elle pensa à Gabriel, parti dans la nuit. Elle pensa à Emma, qui se réveillerait demain dans une maison étrangère. Elle reprit sa respiration, puis continua à écrire. La nuit était longue. Dehors, Bordeaux dormait. Mais dans le petit appartement de la rue Paul-Louis Land, une guerre venait de commencer. Et il n'y aurait pas de retour en arrière possible.